Eh bien, bonjour Thomas. Bonjour Il y Jess. a quelques semaines, quelques mois en fait, j'avais fait un break avec toi et tu m'avais posé une question, c'était est-ce que tu as une question me concernant? Et je t'avais répondu non, je n'en ai pas comme ça particulièrement. Par contre, j'en ai une qui relève presque du piège. Est-ce que tu veux pas qu'on inverse les rôles? Mais du piège pour toi ou du piège pour moi Je aujourd'hui? ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend pas compte à quel point la position qui est ici, la place qui est ici, relève aussi du piège ou du travail, quoi. Il n'y a pas Tout que à fait. celui qui est interviewé qui doit travailler, doit se concentrer sur ses réponses. Il y a aussi les questions qui sont assez importantes. Et donc, je vais prendre ton rôle. Allez, parfait. Merci déjà d'avoir respecté, accepté, parce que fatalement, je te l'ai proposé en disant, bon, ben, c'est maintenant, est-ce que t'es OK? Et tout de suite, tu m'as dit oui. Donc déjà, merci pour ça. Avant que ça démarre, après, on verra les questions que tu me poses, mais Ouais, tu me avant que ça remercieras à la démarre, fin. ouais, ça. Alors, c'est le 33e break. Ouais. C'est un chiffre symbolique, hein. C'est le chiffre de la résurrection, tu le sais. Ouais, t'en as fait quand même quelques-uns de break. Euh, on pourrait commencer en fait avec ça. C'est quoi le projet, l'idée des breaks? Qu'est-ce que tu as voulu faire? Qui tu as voulu interviewer? Euh, Essaie d'expliquer en fait cette idée. Ben, en fait, le break, c'est finalement une partie de tout ce que j'ai appris dans ma carrière, tant ben, fatalement avec Full TV où j'ai fait de l'audiovisuel énormément, mais jamais en tenant ce rôle d'intervieweur. Et donc c'était quelque part un manque que j'avais. Et puis c'est le fruit de discussions parce que au départ le break, on était en binôme avec Nicolas Dieudonné pour interviewer. Et c'est aussi pas mal d'émissions que j'ai regardées également pendant la crise sanitaire où je me dis tiens, il y a un espace pour faire des émissions positives, pour faire des émissions qui sont des mises en avant, parce que c'est toujours ce que j'ai dit quand j'ai contacté mes invités en disant ben voilà, moi c'était, on se pose une heure, on discute d'un parcours de vie et c'est un échange sur un parcours de vie. Et je dis toujours, ça m'a apporté de le faire énormément parce que j'ai pu prendre, ben, alors nous, on l'a déjà pris à d'autres moments, mais j'ai pu prendre des moments avec des gens, bah, j'aurais peut-être pas été manger avec eux, mais j'ai pris une heure. Euh, je pense à Grégoire Dupuis, qui est maintenant le patron de Sambre Invest. Je pense pas que si j'avais pas fait le break, j'aurais partagé cette heure-là. Et donc, on en sait plus sur les personnes interviewées et moi j'en sais plus et c'est quelque chose auquel je crois beaucoup à l'échange d'expériences. Et le break c'est ça, c'est finalement partager des expériences avec des Carolos, avec des gens qui font Charleroi à leur manière, sans avoir un côté politique aussi, parce que je pense que j'ai interviewé des gens qui ne sont pas du tout de la même opinion politique que moi, qui ne sont même pas nécessairement de gauche, mais de dire, voilà, c'est un panel qui vaut ce qu'il vaut, parce que c'est moi qui ai choisi tous les invités, donc c'est moi qui ai décidé il y a pas de lien, il y a des gens, bien sûr, qui ne sont pas passés par le break et que j'estime énormément, mais voilà, c'est un panel de gens qui font Charleroi et c'est un échange d'expériences de ce panel. Oui. Est-ce que tu as eu des moments, tu vois, importants, intenses dans ces breaks où tu t'es dit ah ouais, là c'est quand même assez incroyable quoi. La personne que j'ai en face de moi me raconte quelque chose. Ouais, j'ai réussi, tu vois, à retirer certaines couches en fait Tout à fait. de cette personne et je suis rentré un peu en profondeur. Tu vois. Ben alors, un des moments les plus, moi, qui m'a le plus touché, c'est sans doute avec Christian Depape. Christian Depape, que moi, je ne connaissais quasi pas. C'était justement Nicolas Dieudonné qui le connaissait bien. Et je t'avoue, voilà, Christian Depape, RTL, etc. Je ne savais pas bien comment il allait appréhender le break, comment il allait se livrer. Et à un moment donné, il est venu avec une histoire très, très personnelle, qui est la perte d'un enfant, donc qui était un truc
Et il a amené ça dans le break en toute, c'était en toute humilité. Enfin, on a eu fini où j'ai dû reprendre le truc quasi la larme à l'œil. Et c'est des trucs où tu te dis, ouais, le gars, il est venu et il a joué le jeu. Je l'ai eu dernièrement avec Felice Mazou, où c'est un gars, voilà, moi j'étais un peu impressionné parce que je suis fan des zèbres. Et c'était, quand on m'avait demandé, c'est quel est l'invité qui te manque, j'avais pensé à Felice en disant, ouais, c'est vraiment ça. Et il est venu, il s'est posé là 1 heure, il a l'habitude des médias. Et surtout, moi, ce qui m'a énormément touché, c'est l'après, où il m'a dit, en fait, je me suis retrouvé dans un truc où j'avais pas l'habitude, parce que c'était hyper bienveillant, et il s'est lâché, et je pense qu'il a dit des trucs qu'il n'avait pas dit autre part. Et c'était aussi ça le break. Mon mentor, si je peux appeler ça, quand j'ai créé le break, il y avait 2 émissions que j'avais en tête. Ça s'appelle Un bon moment. Et donc, fatalement, c'est une émission de mise en avant là, d'artistes français. Et alors, Click avec Mouloud, qui est pour moi aujourd'hui le meilleur intervieweur. Et je pense que quand on regarde des interviews de Click, on apprend des choses sur les invités qui ne se livrent pas ailleurs. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je pense que, voilà, même avec toi, le break que j'ai passé avec toi, tu m'as parlé de ton enfance, de tes choix. Et c'est des choses, en fait, on se connaît quand même assez bien, on est amis, mais on n'en avait jamais parlé. Et donc, il y a très peu de breaks, en fait, où j'en ai pas appris sur les gens. Mais si je devais dire 2 moments phares, c'est vraiment ce moment avec Christian Depape où je me dis, tiens, comment ça va se passer? Et puis, le moment avec Felice, voilà. Et puis, j'ai appris aussi parce que Julien de Frita Papa, quand je l'interview, je m'attends pas. En fait, on se rencontre la semaine d'avant. Je dis, ah bah tiens, ton histoire, elle a l'air intéressante. Ouais, ok, je viens. Et le truc, les gens expliquent vraiment des grosses difficultés qu'ils ont vécues. Alors, Frita Papa, ont su transformer ces difficultés en opportunité, mais je m'attendais pas à autant de consistance et de trucs où j'ai plein de gens qui m'ont dit, wow, Julien Abras, franchement, quelle expérience incroyable qu'il a partagée avec toi. Et ça, voilà, c'est ça vraiment pour moi ce que j'en garde du break. Ici, tu vas plus ou moins les clôturer, les breaks. Est-ce que tu aurais pu continuer comme ça pendant encore longtemps? Ou alors tu penses que les 33, 34 breaks que tu auras fait vont être cohérents, tu vois, vont former un tout cohérent? Alors, je pense que ça formera un tout cohérent. J'étais dans l'idée, en fait, de me dire, tiens, il faut trouver une nouvelle idée pour l'année prochaine. Parce que la saison 1 du break ne ressemble pas à la saison 2 du break. Et si j'avais décidé de le continuer, la saison 3, on aurait dû trouver un autre élément qui change. Je pense que le panel que j'ai eu la chance d'interviewer est super intéressant et très éclectique. Après, est-ce qu'il y a des gens que j'aurais eu envie d'interviewer encore? Bien sûr, j'ai une liste. Je pense que le panel ne s'arrête pas à 34 personnes intéressantes. Mais voilà, c'est aussi la fin d'une aventure. Ça fait partie de la fin de ma vie hyper publique. Et puis, je n'arrête peut-être pas définitivement. C'est de se dire, maintenant, on met ce projet-là en pause. Mais peut-être que je reviendrai avec un autre projet, avec d'autres idées qui s'appellera le break ou qui s'appellera autre chose. On reviendra sur le mot projet. Il y a 2 mots que tu as utilisés tout à l'heure, et j'aimerais bien revenir un peu là-dessus. C'était le mot positif et bienveillant. Et j'allais t'arrêter, et puis je me suis dit non, je vais te laisser continuer. Les breaks, c'est quelque chose de positif. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de positif, les breaks? Et qu'est-ce que tu entends par positif? Et ensuite, sur la bienveillance, qu'est-ce que c'est la bienveillance? On est dans un monde où, au niveau politique, on peut pas dire que bienveillance et politique sont des mots qui sont liés. Mais moi, j'ai pas l'impression que les breaks, c'était quelque chose de positif, en fait. Autant, par exemple, je regardais... La définition de Full TV, c'était quoi qui était Oui, tout à fait. Full TV, c'était un média positif, tout à fait. C'est ça. Est-ce que les breaks pour toi représentaient quelque chose de positif ou plutôt quelque chose de bienveillant, quelque chose où
un projet qui gratte pour essayer d'aller Tout à plus fait. loin. En fait, le break, c'est de se dire, c'est toujours comme ça que je l'ai dit à mes futurs invités, c'est de se dire, tu vas t'asseoir dans le fauteuil et il n'y aura pas de questions pièges. Donc on n'est pas dans... Je trouve qu'il y a trop souvent des interviews dans les médias où au final, en gros, on te met en confiance et l'avant-dernière question ou la dernière question, c'est le truc qui te pique, qui t'arrive là comme une pique dans la gorge et c'est pas l'objectif. J'ai eu des invités où je savais qu'il y avait des questions qui auraient pu être problématiques et qui auraient peut-être intéressé les gens. Mais c'est pas l'objectif, c'est de se dire tu t'assieds ici, on échange, on va dans la discussion, on va loin dans l'échange, mais ne t'attends pas à ce qu'à un moment donné, et je l'ai eu dans un de mes derniers invités, je citerai pas le nom, où il s'est relevé, il m'a dit en fait, j'avais peur que tu me parles de ça, et je lui ai dit mais je savais que tu n'avais pas envie que je te parle de ça. Et donc je t'en ai pas parlé parce que c'était pas. Donc c'est vraiment la bienveillance. Quand je dis positif, c'est que je pense que les breaks pour les personnes qui ont été interviewées, il n'y a pas d'élément qui pourrait être négatif pour eux. C'est dans ce sens-là que je le vois. Et donc c'est plutôt dans le sens de la bienveillance. Tu t'assieds, on discute, mais pas de question piège. Il y aura aucune question piège. Ok, bah alors je vais déjà t'en poser une de questions. On change la donne. Ouais. Comment tu vas? Comment tu te sens aujourd'hui? C'est un moment important pour toi. Hein. C'est un moment important. C'est La un. question piège. Ouais, non, mais c'est pas. Écoute, alors ça va. Je t'avoue que c'est un moment quand même important, donc j'appréhende quand même ce changement, même si c'est un changement que j'ai voulu et c'est un changement que j'ai tout fait pour obtenir. Après, voilà, dans un tel changement, il y a toute une série de choses. Il y a les équipes qui t'accompagnent, il y a les gens qui te soutiennent. Je pense que je sens que, voilà, Thomas, ouais, dis-moi. parce qu'on parle de changement, juste pour qu'on soit clair, au niveau du break, c'est une semaine importante parce que donc, tu vas quitter quelque part Mon ton poste d'échevin. d'échevin Ouais. et tu vas arriver comme secrétaire de la fédération PS de Charleroi. Donc on parle bien de ça, Ouais. pour qu'on soit clair. Voilà. Oui, tout à fait, tu as raison. Mhm. Donc, en fait, je dirais que moi, je vais bien parce que je suis convaincu de ce choix. Et je suis convaincu, et je pense que les gens qui me connaissent très bien et les gens qui même enfin, m'ont tous dit finalement, tu vas être bien mieux dans ce poste-là, et donc m'ont encouragé à y aller. Euh, Après, voilà, il y a toute une série quand tu es échevin, il y a toute une série de gens qui sont liés aussi à toi, de par leur boulot, de par leur projet, et ça, voilà, c'est quand même, c'est pas simple. Je vais devoir dire, c'est pas un au revoir, mais en tout cas, c'est des gens avec qui j'aurai plus de contact pour travailler, et ça se fera pas sans une petite difficulté, parfois peut-être une petite larme à l'œil ou des choses comme ça. Donc c'est parce que je l'entrevois vraiment comme une nouvelle vie, au-delà de l'aspect professionnel, c'est une nouvelle manière de vivre et d'appréhender le personnage public, des choses comme ça. Et donc, je suis quand même d'un naturel stressé, anxieux, etc. Donc, c'est pas le moment. C'est un moment que je suis content de vivre. C'est pas le moment le plus simple quand on est stressé et anxieux de se dire qu'on va tout changer dans quelques jours. Oui, oui, tout à fait. Euh, je t'avais dit qu'il y avait plusieurs mots sur lesquels je voulais revenir. C'était donc positif, bienveillant, mais il y avait aussi le mot projet. Oui, Alors, tu es un homme de projet. oui. T'es déjà un homme qui utilise beaucoup le mot projet. Mhm. Et c'est pas forcément courant, quoi. Hein. Soyons clairs, tout le monde ne fait pas du projet. Et puis les projets, c'est un début et une fin, quoi. Euh, Tu peux m'en dire un peu plus sur euh, qu'est-ce que tu entends par projet? Qu'est-ce que toi tu entends par projet? Euh, Parce que là, tu te lances dans un nouveau projet, Tout à encore une fait, fois. tout Hein. à fait. Et c'est assez intéressant de voir cette notion de projet plutôt que euh, certaines personnes essaient d'avoir une sorte de conception linéaire de leur existence. Et puis, il y en a d'autres
où voilà, leur vie, leur existence, on pourrait la traduire par la notion de projet, tu Tout vois, à fait. des projets en plus au pluriel, quoi. Et c'est ce qui fait qu'à un certain moment, bah, ta vie peut avoir du sens, c'est comme ça que tu te sens bien, c'est comme ça que tu Oui. es heureux. Tu peux m'en dire un peu plus sur... Ben, je pense que enfin, c'est exactement ça. Ma vie est dictée par mes projets. Et je l'ai toujours vécu comme ça. Full TV, ça a été le début de ma vraie carrière professionnelle. Bah, c'est un projet où à un moment donné, on se dit on va créer une web TV. On n'a jamais fait de vidéo, on n'a jamais. J'aime les projets euh, un peu pas farfelu parce que en fait les gens pensent parfois que je suis parfois farfelu, mais tout est toujours quand on a créé Full TV, on n'avait jamais fait de vidéo, mais on a appris, on a fait des plans financiers, on a fait des analyses SWOT, créé des notes. Enfin, moi je suis vraiment je dirais un tacticien dans la manière mais ouais, j'aime être là où on ne m'attend pas, j'aime me C'est faire dangereux, hein. ouais, c'est dangereux, mais ça a toujours été comme ça. On a créé Full TV, on a créé mon projet pour Charleroi. Et plus ici sur mon poste d'Échevin, on a créé Visite Charleroi. On a créé quand même ensemble le projet Google. Enfin, c'est quand même des trucs où... alors, sans doute que mon défaut, en tout cas en tant que politicien, c'est de concrétiser ces projets, mais de ne pas concrétiser le fait que c'est Thomas Parmentier qui soit derrière ces projets. Ça, je pense que c'est... Enfin, en fait, c'est difficile de dire c'est un défaut parce que c'est ma manière de fonctionner, je ne saurais pas faire autrement. Tu le dis toi-même, je vois d'autres faire autrement. Et des fois, parfois, ça m'énerve en me disant, ouais, Mais d'un autre côté, je pense que en termes d'homme politique, il faut à un moment donné le faire, encore plus au niveau communal et au niveau, si tu n'es pas, entre guillemets, une des stars politiques, comme je pense à Paul, à Thomas, où finalement tu dépasses ce cadre et tu n'as plus besoin d'eux. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais. Enfin, je pense que j'ai pas. Pas, je pense. J'ai pas réussi à le faire. Honnêtement, sur le tourisme, parce qu'en fait, j'ai plié le truc parce que c'est la maison du tourisme. C'est pas finalement les joints du tourisme qui a fait tant ces projets-là. C'est le président de la maison du tourisme que je suis encore, que j'allais dire que j'étais, mais que je suis encore pour quelques jours, qui a, par ma connaissance du monde associatif et par là, la facilité à avancer, c'est dans ce cadre-là que j'ai pu l'avancer. Mais ma vie est faite de projets. Et aujourd'hui, et en dehors même du professionnel, j'étudie des trucs, je regarde des vidéos YouTube sur les nouvelles technologies, sur la crypto-monnaie, sur machin. Je le vois directement. Et après, il y a plein de projets que je ne fais pas, mais j'ai plein de notes sur des projets que je me dis, ouais, ça, il faudra un jour que je le fasse. Et je suis convaincu qu'il y a la moitié que je n'arriverai pas à faire aboutir, mais il y a quand même la moitié où là, je vais y arriver. Et donc, je démarre des trucs. Il y a plein de moments dans ma vie. Je pense par exemple, l'école de DJ qu'on a créée avec DJ Joss, l'atelier mix. Il le raconte toujours, c'est que ça a pris un quart d'heure. Il est venu me voir, il m'a dit, il avait rencontré Anthony Dufresne avec une idée, et Anthony Dufresne a dit ça, tu dois voir Thomas Parmentier. Et je l'avais jamais rencontré, il est venu, il a dit, je dis ok, ça va, on démarre, on va faire comme ça. Donc c'est comme ça que je le vois, et alors mes équipes c'est parfois compliqué parce qu'il faut suivre, mais moi je le vois toujours en très très vite quoi. On va lancer ça, on va faire ça, et on va commencer quand? Après-demain. Et Ouais, ça. tu prends beaucoup de notes, tu fais beaucoup de liens, parce que ça, c'est aussi comment oui, on parle encore de projet, c'est cette capacité à faire des liens entre les choses, entre les idées, pour concrétiser, fabriquer quoi, des choses. Alors, je ne prends jamais note, Ouais. mais je fais beaucoup de notes. Donc, c'est différent. Donc, quand je suis en rendez-vous, quand je suis je suis pas du genre à prendre des notes sur j'ai un ami à moi qui fait toujours ça, qui a sa note GSM toujours ouverte sur son iPhone et qui prend des notes, Moi, je suis plutôt à me dire, le soir, je me pose et j'écris à un moment donné une note parce que j'ai une idée, mais qui est le reflet de toutes les rencontres. Enfin, on me l'a dit, donc je veux pas passer pour un arrogant en le disant. Je pense que c'est
ma principale force dans la vie, c'est de pouvoir faire des liens. Et c'est à un moment donné de me dire, Georgios m'a dit ça, lui m'a dit ça, on va faire comme ça, et je vais utiliser dans le bon sens du terme l'idée de Georgios parce qu'elle est bonne. Il y a un emploi là-bas, on va le proposer à telle personne pour concrétiser. Je pense que c'est quelque chose, et c'est quelque chose qui objectivement, dans un poste d'échevin, n'est pas toujours le truc dont on a le plus besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, dans mon poste, qui va être plutôt un poste stratégique, communication, et justement, être obligé de faire des liens entre il y a un problème là-bas et il y a une possibilité là, on va utiliser ce problème-là pour créer une solution, l'appel d'air, etc. Je pense que je m'y retrouverai beaucoup plus dans cette manière de voir les choses parce que c'est Paul qui m'a dit la première fois où je lui en ai parlé en disant, tu sais, pour être secrétaire fédéral, il faut pas des grands diplômes, il faut à un moment donné être malin et justement être capable de... Et j'étais très content parce qu'il m'a dit, et je pense que tu l'es. Donc voilà, c'est un peu... Ouais, je pense que c'est ça en fait, secrétaire fédéral, et c'est pour ça que je pense que je vais beaucoup plus m'y retrouver. Ouais, c'était ma question en fait. Tu as répondu à la question avant que je te la pose. Je pense aussi en fait que secrétaire fédéral, c'est cette capacité à faire des liens, et ça c'est une de tes grandes qualités, quoi. En tout cas, tu fais des liens, tu les vois, voilà, je ne sais pas si tu as un tableau dans ta tête, il y en a certains qui l'ont sur un ordinateur ou sur un tableau physique et commencent à faire des liens entre des choses, des événements, des personnes. Et oui, c'est quelque chose que tu n'as pas beaucoup fait quand tu étais échevin. Ben, je l'ai fait un peu, mais c'est clair que c'est pas, en tout cas, c'est pas le job non plus. C'est pas le job, c'est pas le rôle, et donc c'est vrai que c'est, ouais, en tout cas, c'est pas la chose dont on a le plus besoin pour être un bon échevin. Et comment tu as réussi ou eu cette capacité à faire des liens? Parce que tu vois, il y a ce côté un peu rusé, malin, quoi. Les liens, c'est aussi ça, quoi. C'est un des outils politiques, Oui. le lien. Et ça vient d'où, en fait? Écoute, je sais pas parce que je pense que ça a toujours été comme ça. Après, je pense que je n'estime, enfin, c'est une qualité quand c'est positif. C'est pas toujours une qualité d'avoir son cerveau qui fait toujours des liens dans tout. Je rigole tout le temps, mais moi, quand je rentre dans une salle, je sais où est la porte de secours, je sais à un moment donné. Enfin, c'est un tic, un toc, je sais pas trop comment faire, mais je pense que j'ai toujours été comme ça. Et j'ai travaillé un tout petit peu au bureau à un moment donné d'Yves Lardinois, qui était député provincial. Ils m'ont mis justement sur les projets de nouveaux campus, etc. Où, je pense que très vite, les gens qui me connaissent, bah, ils se sont dit, ouais, ça c'est là-bas. Et je me crée très vite un réseau. Alors avec un côté... bah, j'essaie toujours d'être le plus sincère possible, et ça non plus, c'est pas toujours la qualité phare qu'il faut quand on est échevin. Mais je pense que du coup, bah, les gens le comprennent et se disent, ok, lui, j'essaie de dire aussi les choses aux gens, et ça permet d'avoir... Quand tu dis la vérité aux gens, quand même très souvent, en réponse, ils te disent aussi des choses, et si tu les mets dans un coin de ta tête, tu sais que tu vas pouvoir faire des liens. Donc oui, il y a le côté rusé qui est parfois vu négativement, mais en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Je sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est vraiment un trait de ma personnalité, et pour la petite histoire, c'est mon papa qui me l'a dit. Pour le premier, c'est lui qui m'a fait me rendre compte de ça. Je sais pas comment un jour, mais très vite, il m'a dit, toi, ta principale qualité, c'est ça. C'est que tu as une capacité de faire les liens entre les choses. Et tout à fait. Et donc voilà. Donc, le père. Le père. Mais oui, parce qu'en fait, tu as grandi quand même un peu dans la politique, non? Oui. Depuis le début, non? Depuis mes 10 ans. Donc je raconte que j'ai fêté mon 10e anniversaire le lendemain de la première campagne de mon père en 94, en fait. Donc on a fêté mon anniversaire le lendemain des élections avec... donc ouais, je suis dedans. Est-ce que tu as beaucoup appris avec ton père? Énormément. Énormément. Et en fait, c'est un...
bon, fils d'eux, bien sûr, mais au-delà de ça, même des gens qui nous sont proches, dire toujours, oui, il n'a jamais vraiment coupé le cordon avec ses parents. J'habite à 1 kilomètre de chez mes parents. Mais moi, je l'ai toujours vu, en fait, comme un plaisir et comme une volonté. Quand j'ai eu fini mes études, je travaillais un tout petit peu dans le privé, mais ma volonté, c'était de travailler pour mon père, c'était de travailler avec mon père. Quand on a créé Full TV, c'était une manière de se dire, donne-moi ma chance et tu vas voir. Et je pense que ça a été... Alors aujourd'hui, on a totalement inversé les rôles. Parce que mon père a eu cette capacité, ben, lui, de rentrer totalement dans l'ombre et de travailler pour moi dans le bon sens du terme. Il m'apporte, ben, ça reste aujourd'hui un de mes principaux conseillers. Il n'y a aucune grande décision qui est prise dans ma vie sans pas toujours l'accord de mes parents, parce que j'ai fait des choses sans... Par exemple, je prends le choix de la politique. Ma mère n'était pas enfin, pas du tout en accord avec ce choix-là. Et je suis pas certain que mon père, ayant lui beaucoup souffert à certains trucs, était... Mais aucune décision. Le poste de secrétaire fédéral, c'est les 2 premières personnes à qui j'en ai parlé. Et aujourd'hui, je profite de ça, enfin, dans le bon sens du terme, en me disant, ce lien, voilà, il est inexplicable. Le lien que j'ai avec mon père, je le souhaite à tout le monde, en fait, d'avoir ce Tu es lien-là. fils unique, hein. Oui, je suis fils unique. Ça, oui, oui. Mais on sent par exemple qu'il y a une relation très forte avec ton père. On ne parle jamais de Parmentier, mais des Parmentier. Oui, tout à fait. Oui, écoute, il y a un journaliste qui m'avait dit, ouais, j'avais même pas fait attention. Le jour en fait où j'annonce sur les réseaux que je deviens échevin, il y a un message pour mon papa où je termine en disant, papa, on l'a fait. Et je mets un hashtag clan ou le clan. Et c'est vrai que c'est un truc, alors moi on me l'a parfois reproché, mais je le vois énormément. C'est le clan Parmentier, c'est comme ça. Et il n'y a pas que des Parmentiers, il n'y a pas que des gens qui ont le nom Parmentier pour être dans le clan Parmentier, mais ouais, on a cette logique parce qu'on a toujours fonctionné comme ça, des gens rentrent, des gens sortent, mais quand tu es dedans, t'es dedans. Et je pense que faut pas toucher au clan et aucun. J'ai jamais vu mon père aussi énervé quand on m'avait touché ou touché à ma mère. Et moi, je suis le même. Je peux accepter beaucoup de choses sur moi. J'ai eu une interview dernièrement où voilà, mais je peux pas accepter qu'on touche, et pas nécessairement à mes parents, mes enfants, mais aussi mes proches, très très proches. Là, c'est le seul moment où oui, je pourrais être même méchant quand ça arrive, quoi. Alors que il y a des trucs qui me touchent quand ça arrive à moi, mais j'arrive à mettre une carapace et passer au-dessus. Et parfois même pardonner beaucoup plus vite quand c'est moi, parce que je ne m'estime pas quelqu'un de... En fait, je ne suis pas rancunier quand c'est pour moi, mais je suis très très rancunier si ça touche vraiment à quelqu'un. Donc oui, il y a cette notion de clan Parmentier, c'est comme ça. Certains disent oui, c'est négatif parce que le clan c'est nébuleux. Enfin, on a eu aussi la nébuleuse Parmentier. On a eu ce nom très longtemps. J'ai envie de dire, voilà, nous on sait. Il a commencé la politique quand, ton père? Ben, sa première élection, c'est en 94. Il est de 59, donc il avait 35 ans. Il a tout connu, quoi. Ouais, lui, il avait, ouais, 94. Il a eu les trucs, il est passé par les affaires. Enfin voilà, et moi, quelque part, ben, on a tout connu avec lui. Et moi-même, en fait, moi, très vite, quand j'ai 16 ans, je veux faire de la politique, puisque je rentre au JS, etc. Donc très vite, je veux. Et puis quand j'ai 19, 20 ans, non, même un peu plus, parce que c'était après l'UNIF, 2007, je veux plus jamais faire de la politique dans ma vie, je vais plus, machin. Alors que lui a continué, et finalement, ben voilà, après je reviens dans ce monde-là. Thomas, t'as pas l'impression quand on parle du clan Parmentier, parce qu'à ce moment on parle de Parmentier, Ouais. de ton père, et puis du clan Parmentier parce que tu arrives, que c'est un moment de Charleroi, tu vois, une sorte de moment difficile. C'est une histoire un peu, l'histoire
obscur comme ça de Charleroi sombre, et que le clan Parmentier soit quelque part lié à cette période un peu compliquée de Charleroi. Alors que, tu vois, si ton père se retrouvait plus dans cette période, toi tu te retrouves dans une nouvelle période Oui. quelque part, et donc il y a ce lien toujours Mais avec alors, l'ancien et c'est le c'est quelque nouveau. chose qui a été fatalement par des détracteurs. Euh, Moi, je sais ce que mon père a vécu, je sais ce qu'il a fait, je sais ce qu'il n'a pas fait. Et si j'ai autant d'estime pour lui, c'est parce que je sais que c'est un homme intègre et même trop. Je le pense beaucoup plus intègre que moi, mais je vais m'expliquer. C'est pas que je ne m'estime pas intègre, mais je pense que c'est quelqu'un qui fait confiance tout de suite. Mhm. Donc voilà, si certains estiment, alors oui, il a connu les affaires, sans défendre, je suis là pour justifier personne. Je pense que mon papa s'est retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, a fait confiance parfois aux gens à qui il ne fallait pas nécessairement dans les affaires, mais même il y a des moments. Ouais, et tant pis. Après, je peux pas. Enfin, c'est ce que j'ai dit. Moi, je m'appelle Parmentier. Je suis le fils de Marc Parmentier. Moi, j'en suis fier. Donc, et je changerai pas. Si alors, objectivement, je pense pas que ça m'a vraiment porté préjudice parce que j'ai eu la chance d'arriver avec un nom qui, même s'il représentait le passé, restait un nom positif. Plein de gens m'ont dit, Oui, ouais, mais tout à ton fait. papa, ton papa, ton papa. Il était dans l'équipe du passé, c'est une réalité, mais il y a pas de, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de tâche sur mon nom. Mais je suis un fils d'eux. C'est la vérité. Je vais pas dire le contraire. Je vais pas dire que enfin, je vais pas à un moment donné faire semblant que je ne m'entends pas avec mon père ou que je ne suis pas finalement le digne successeur de mon père pour faire plaisir à une partie des gens qui de toute façon diront que je suis un fils de. Même si je ne lui parlais plus depuis 10 ans, je suis le fils de Marc Parmentier. C'est un fait, Oui. c'est comme ça. En tout cas, t'en parles beaucoup dans ta chanson de ton Oui, père. Il arrive tout de suite dans le premier couplet. Et il y a presque un miroir entre la première moitié et la seconde moitié, quoi. J'ai relu. Et donc, oui, ton père est important, évidemment, dans ton parcours. ouais, en fait, je le vois comme un switch. On a vraiment switché, mais quand moi je me lance dans ma vie professionnelle, mon objectif, c'est un jour de devenir peut-être le chef cap de mon père, ou dans dans une autre mesure d'être le conseiller spécial, même au-delà d'un emploi. Et on a à un moment donné réussi, et ça je pense que ça a été aussi une de nos forces, parce qu'il n'a plus ce besoin de lumière et de choses comme ça, et on a switché. Donc c'est plus un switch qu'un miroir. C'est que on a Mhm. totalement échangé les rôles parce que la situation a changé. Ouais. C'est quoi ta perception quand on parlait du passé de Charleroi, quelque part du pouvoir précédent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui parce que tu, tu as une sorte de vue, un peu comme ton père, puisqu'en fait, il a Ouais. commencé dans les années 90, et donc tu peux voir comment... oui, c'est ça, tu as une vision quelque part sur un ensemble quasiment de 30 ans. Ouais. Et Je pense que la politique a changé, le monde politique a changé. Bon, les affaires, il y a eu des exagérations, et il y a eu des trucs illégaux qui ont été faits. Et donc ça, à un moment donné, moi, je défends pas ça. C'est toujours ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, la loi, c'est la loi. Moi, j'estime que je suis quelqu'un qui respecte la loi à la lettre. Et donc, quand elle n'est pas respectée, je peux pas défendre. Après, je pense qu'il y a quand même eu un acharnement sur certaines personnes, et je pense qu'il y a quand même eu du boulot qui ont été faits. Jacques Van Gompel a été un bourgmestre qui, à mon sens, tout à fait différemment de Paul. Ils n'ont quasi rien en commun, mis à part Charleroi, et mis à part le PS, et mis à part les gens, etc. Mais dans leur vision de Charleroi, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de liens entre eux. Mais
je pense que Jacques a amené beaucoup de choses positives aussi et que la ville était gérée différemment, mais qu'elle était bien gérée. Après, il y a eu certaines dérives. Mais aujourd'hui, quand on y repense, si quelqu'un faisait comme ça aujourd'hui, ça tiendrait pas. Mais le monde, enfin, le monde en 20 ans a changé énormément et donc le monde politique a changé. Il y a des choses qu'on pouvait faire il y a 20 ans qui aujourd'hui sont totalement impensables et improbables. Donc je pense que c'est deux époques. Ces deux époques, c'est que si on et si tu remontes encore plus loin, ben, c'est encore d'autres époques. Donc j'ai pas de sentiment spécifique. Je pense que Jacques l'a fait comme il le sentait. Il y a eu des soucis, mais à un moment donné, Jacques aussi est quelqu'un qui a fait confiance. Et donc, ça pourrait arriver à Paul si à un moment donné, j'étais devenu un gars qui faisait tout et n'importe quoi et que tu t'en rends pas tout de suite compte, etc. Je pense qu'il faut toujours être vigilant. Il faut toujours être vigilant parce que ça peut arriver. Ouais, c'est compliqué la politique, hein, parce que évidemment tu dois faire confiance, t'es pas partout, Oui, et donc tu dois pouvoir faire confiance et oui. te soutenir comme ça sur certaines personnes. Et tu dois quand même te faire élire. Donc, au-delà de Oui, Paul, qui pour moi est une star, mais star dans le bon sens du terme de la politique, et donc qui n'a pas ce besoin, le collège, c'est compliqué parce que on est partenaire, on est collègues, mais en même temps, à un moment donné, on sait tous qu'on va être, y compris dans un même parti, concurrent. Et donc tu te dis, tu dois te renvoyer la balle, mais tu dois te renvoyer, qu'est-ce que, puis quand tu l'envoies et qu'elle revient jamais, tu te dis, mais est-ce que je continue à l'envoyer alors que finalement c'est plus cohérent de l'envoyer. Enfin donc tu dois toujours jouer avec tout ça, avec des amitiés, parce que moi j'ai des vrais amis dans le collège, avec des gens qui ne sont pas mes amis mais avec qui j'ai plaisir à travailler, et puis avec des gens où tu te méfies quand même parce que quand on te fait deux croche-pieds, tu laisses moins traîner ta jambe, quoi. Donc, et ça, faut jouer sans jamais oublier que l'objectif, c'est Charleroi. L'objectif du collège, c'est la ville de Charleroi, c'est de fonctionner. Et donc, il faut pas non plus oh, pas l'inimitié, parce qu'on va pas jusque-là, mais que la méfiance ou des choses comme ça fassent que certains projets ne se fassent pas, parce que finalement, deux échevins ne s'entendent pas. Et ça, c'est quelque chose de compliqué en politique qui a, à mon sens, peut-être moins dans le privé, encore que. Hein. Moi, j'ai oui. des amis qui travaillent dans le privé. Quand deux directeurs de département ne s'entendent pas, les départements ne travaillent pas de manière efficace ensemble. Donc, moi, je dis toujours, la politique, c'est le reflet du monde. Dans le monde, il y a des gens honnêtes, il y a des gens malhonnêtes, il y a des gens intelligents, il y a des gens pas intelligents, il y a des gens qui sont là pour eux, il y a des gens qui sont là pour le projet, il y a et on n'est pas plus ou moins que ça. Les politiciens, on est le reflet. Ouais, oui, tout à fait. Euh, Tu peux me parler un peu, je vais te poser des questions encore sur ta période d'échevin, mais j'aimerais bien quand même. On va revenir un peu en arrière en fait, Oui. hein, parce que pour qu'on essaie de se comprendre, tu viens d'où en fait? Euh, Tu as été à l'Athénée de Gilly, Oui, et j'ai l'impression que pour comprendre aussi quelqu'un, c'est il vrai. faut aller dans son enfance et gratter, comprendre ce qu'il a pu vivre dans la cour de récré, par exemple, dans ses cours, qui sont ses amis. Le- C'était quoi l'Athénée de la- Gilly? Qu'est-ce que tu as appris L'Athénée de là-bas? Gilly, c'est l'endroit qui m'a le plus forgé dans ma vie. T'as raison. C'est incroyable que tu dises ça parce que c'est tout. Et on n'en a pas parlé avant, donc et c'est tout à fait vrai. Mhm. Parce que l'Athénée de Gilly, je suis arrivé dans un truc où euh, pas au début, mais 4, 5, 6 plutôt. À un moment donné, on m'a dit, ouais, mais est-ce que tu ne gaspilles pas tes chances en étant à l'Athénée de Gilly, en n'étant pas à Vauban ou jésuite Mhm. ou à des trucs un peu plus réputés, renommés. Et moi, je pense que, bah, de un, j'ai pas gaspillé, puisqu'après, j'ai été à l'UNIF. Quand je suis arrivé à l'UNIF, certains m'ont dit, ah, tu viens de l'Athénée de Gilly, toi, tu vas avoir du mal, quoi. Le gars venait des jésuites, lui a raté, moi j'ai réussi, mais ça c'est la petite pique au passage, mais lui s'en souvient pas, je sais même plus comment il s'appelait. Euh, mais l'Athénée de Gilly, pour moi, ça a été la plus belle école de vie,
parce que j'étais dans Gilly. Parce qu'en plus, comme mes parents travaillaient dans Gilly, j'étais très vite dehors dans Gilly. Donc, c'est l'éclectisme le plus total. C'est aussi l'école de la rue, mais dans le bon sens du terme. Moi, je vois pas l'école de la rue, bandit, etc. C'est en disant, à un moment donné, il y a des gens qui sont compliqués, il faut apprendre à les gérer. Finalement, ma manière aussi d'appréhender à certains moments le conflit, des choses comme ça, je l'ai vécu à l'Athénée. Et puis, au-delà de ça, en termes d'enseignement, c'est aussi le truc de dire ça n'a pas bonne réputation, mais moi je suis convaincu que j'ai eu un excellent enseignement là-bas, puisque ça s'est bien passé après. Euh, ouais, et donc ce côté un peu aussi parfois revanchard, parce qu'on me l'a déjà dit, et ce côté totalement, enfin moi j'ai des amitiés qui sont totalement éclectiques. Je m'en vante pas, c'est pas l'objectif, mais moi j'ai déjà été voir un ami au parloir, c'est comme ça. Si t'es un ami, c'est et c'est voilà, c'est des gens que je rencontre et qui m'ont apporté des trucs et ouais, ça a forgé énormément. Je suis toujours en quelque part ce Thomas de l'Athénée de Gilly parce que j'ai appris énormément de choses dans ce quartier parfois compliqué, parfois mais qui est tellement aussi solidaire, des choses comme ça. C'est des vrais mes valeurs de gauche, voilà, c'est là-bas aussi que je les ai apprises avec des gens qui n'ont pas tous les mêmes chances. C'est là aussi que j'ai été confronté les premières fois à la discrimination, des choses comme ça, où je me dis putain, mais c'est pas juste ce qui se passe. Et donc, ouais, ce côté combattant. D'ailleurs, à l'Athénée et pas du tout à l'UNIF, parce que ça, j'avais décidé, j'étais délégué de classe, représentant. En fait, les profs ou m'adoraient ou me détestaient parce que j'étais le gars qui remettait tout en cause en disant et pourquoi ça et pourquoi lui. Et j'ai fait ma première grève de ma vie, c'était à l'Athénée et j'en étais l'investigateur parce que je trouvais que c'était pas juste qu'on n'avait pas le droit d'aller voir la pièce de théâtre faite par nos amis alors que d'autres écoles. Donc voilà, c'est comme ça. Alors qu'à l'UNIF, en fait, je suis arrivé et j'ai eu un parcours scolaire où là, j'ai eu besoin de totalement être anonyme. Je pense que j'ai rencontré des profs qui ne se rappellent plus de moi et qui voilà, alors j'y allais pas souvent en plus parce que c'était pas, voilà, c'était comme ça, mais j'étais pas du tout. Et je me rappelle d'arriver à l'UNIF et de me dire bon, maintenant on va calmer ce côté délégué de classe, représentant, je vais faire mes 4 ans cool et faire autre chose, quoi. Ouais. Il y a ce côté bad boy, hein, non mais tu vois, il y a presque un grand écart sur la représentation qu'on peut avoir d'un homme politique et d'où il vient, de ce qu'il a dans ses tripes, quoi. Et le côté, tu vois, on en parlait, rusé, malin, le côté, tu vois, battant aussi, hein, où ça s'apprend, Ouais, dans la cour, hein, si tu te fais casser la gueule, que tu vois les ouais, frictions ouais, tout qu'on à peut fait. vivre quand on est gamin, la manière aussi de résoudre ces fictions, ces tensions, nous forment, Tout à construisent fait. et voilà, j'aimerais bien que tu essaies de parler de, du gamin que tu étais dans la cour de récréation et puis de l'homme politique que tu as été ici pendant quelques années, quoi. Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce Il y a qu'il y des a... liens, il y a des liens. Alors, il faut savoir, c'est que il y a un trait de ma personnalité, c'est que je ne me suis jamais battu de ma vie. Je n'ai jamais dû. Je crois que le truc le plus, c'est que j'ai poussé quelqu'un. Ça doit être la chose la plus physique que j'ai dû faire. Après, voilà, j'avais ce côté où on en revient au côté clan. Euh, je dirais pas sale gamin parce que je pense pas que j'ai été un sale gamin. J'étais plutôt le gentil, mais protégé par les sales gamins
parce que finalement, je leur parlais d'une certaine manière. En fait, je me suis retrouvé, je vais reprendre pour être plus clair, je me suis retrouvé en troisième dans une classe qui était, où on m'a dit la pire classe parce que j'ai décidé de changer d'option philosophique. Et moi, ça a été une de mes plus belles années parce que je me suis retrouvé avec cette classe de dingue où j'étais l'intrus, ne fût-ce que parce que j'étais le petit blanc de la classe. Et ça, oui, ça a forgé mon caractère parce que déjà, j'ai des amis encore aujourd'hui qui étaient dans cette classe. Et oui, je pense que j'ai appris à vivre dans... Mais justement, à ne jamais devoir utiliser ce côté physique que j'ai pas en plus parce que j'étais petit et aujourd'hui, je suis pas quelqu'un de... Et en plus, je déteste la violence, c'est quelque chose qui me fait perdre mes moyens même quand... Je sais pas aller voir un match de boxe. Depuis que je suis échevin, j'ai été invité, à mon avis, une quinzaine de fois. C'est très technique. Hein, à des combats de boxe, mais je ne sais pas. Je n'arrive pas physiquement parce que... Et donc, mais... J'ai appris aussi à montrer que pour ne pas se battre, il faut parfois montrer qu'on est prêt à le faire. Et je pense qu'en politique, ça je l'ai déjà utilisé. Je pense que les gens savent que je ne fais pas de coups bas parce que, en fait, c'est compliqué parce que je pense que quand je suis arrivé, y compris par exemple à Paul Magnette, plein de gens lui ont dit il va être ingérable parce que c'est c'est l'image que j'ai. Je ne sais pas d'où je la tiens, parce qu'objectivement, je ne me considère pas comme quelqu'un d'ingérable. Je manque pas de respect aux gens. Je suis quelqu'un de dur. Je suis quelqu'un qui dit les choses. Alors, en tant qu'échevin, quand tu dis les choses à un journaliste ou quand tu dis les choses à un collègue ou quand tu dis les choses aux gens, c'est pas habituel. Ça, c'est clair. Mais je ne m'estime pas comme quelqu'un d'ingérable et surtout, je ne m'estime pas comme quelqu'un... Personne ne peut dire aujourd'hui, ni dans le collège, ni dans l'administration, ni à Charleroi, Thomas Parmentier m'a fait un coup bas. Mais si tu me fais un coup bas, là, on va y aller. Et je pense que ça, les gens le savent, et c'est ce côté en disant, ouais, il faut quand même se méfier, parce que lui, il y a cette notion de clan, il y a cette notion de les Parmentier, au PS, ils ont des relais partout, etc. Et il y a ci, il y a là. Et finalement, c'est un peu, c'est qui veut la paix prépare la guerre, quoi. C'est un peu de se dire, on est prêt à y aller, mais on n'a pas envie d'y aller. Mais si à un moment donné il faut y aller, on ira. Et quand on y va, si au-delà de l'aspect violence physique, s'il faut taper, on tapera fort. Oui, quand je parlais de se battre, oui, c'est ça, c'est de se battre, mais c'est ça, c'est pas de, hein, mais c'est de se dire, mais ça, c'est un trait de ma personnalité, c'est de dire si demain tu me cherches des nuances dans le travail ou dans des choses comme ça, si je me mets en mode... Alors, ça ne dure jamais longtemps, parce que je pense aussi que c'est du temps perdu. Tout combat, en fait, ce qu'il faut, c'est éviter le combat. Et de se dire, si tu m'emmerdes, je vais te défoncer. Donc, n'allons pas là-dessus, on n'a pas le temps. Ça n'apportera rien parce que je pense que les conflits... Je suis pas du genre à... Je déteste les conflits et donc je fais tout pour les éviter, mais s'il faut y aller, il faut y aller. J'ai eu à un moment donné... Alors, je fais pas une fixation sur Paul, mais j'ai eu à un moment donné compliqué avec Paul où on n'a pas été d'accord. Je me suis pas écrasé en disant... Mais j'ai pas dit à Paul, oui, machin, mais voilà, Et je pense aussi que ça fait partie du respect aujourd'hui qu'on a en se disant, OK, mais j'ai pas de coup bas. Et je pense aujourd'hui, il faudra lui demander, mais tu le connais mieux que moi, que il se dit, finalement, enfin j'espère en tout cas, et j'ai l'impression que la relation qu'on a aujourd'hui ensemble montre que, qu'il se dit au final, les gens qui m'ont... Parce que je sais qu'on lui a dit, il est proche du grand banditisme, et je joue au poker, donc il joue de l'argent. Je sais que tout ça, on a été raconté plein de trucs, mais... Voilà, j'attends. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de détracteurs. Si j'avais vraiment un énorme dossier, que j'étais proche, il serait sorti. J'ai envie de dire, les gars, maintenant... C'est parce que tu viens de l'Athénée de Gilles, c'est facile, quoi. Mais non, mais après, voilà, moi, j'ai des amis, oui, qui sont moins fréquentables, mais voilà. La vraie vie. La vraie vie, c'est... Et Charleroi, c'est comme ça. Et Charleroi a besoin de tous ces réseaux
pas le banditisme, mais je veux dire des gens qui sont dans le privé. On en revient au break, c'est ça, c'est de dire, il n'y a pas... Moi, je trouve que trop souvent, le monde politique, on est en espèce de vase clos fermé, où on fait des trucs PS, entre PS, où on est content, on est fier, on est entre nous. Mais c'est pas ça. Il faut discuter avec le MR, il faut discuter avec Écolo et tous les autres partis. Il faut avoir des liens. Moi, enfin voilà, je le dis toujours, un de mes amis les plus proches en politique, il n'est pas au PS. Mais je sais qu'à un moment donné, on est dans d'autres partis. Mais c'est comme ça. Et il faut aller dans tous les mondes. Et Sans indiscrétion, il est dans quel parti? Bon, je te demanderai pas le nom, mais... il est au MR, mais il n'a pas de... mais je peux, de toute façon, je peux Non, le non, dire. non, mais non, voilà. mais c'est bon, il n'y a pas besoin d'avoir le nom. C'est pas très important, en fait. Il ne faut pas non plus qu'on utilise après ce bâton. Non, mais voilà, non, c'est... Non, c'est bon, franchement, je n'ai pas envie de le savoir. Dans cette chanson, c'est comme ça qu'on peut l'appeler C'est une chanson. Je sens beaucoup si tu veux, de blessures, de violence aussi. On sent que c'est... on sent que tu en as besoin, quoi, de l'écrire, de le chanter aussi. Et... parce qu'à mon avis, tu as vécu des choses qui sont pas forcément simples. Alors, il y en a, je vais pas te plaindre. Hein. Non, je suis pas à plaindre. Non, je suis pas à plaindre. Tu le dis, c'est très bien. Mais c'est bien de comprendre aussi dans quel environnement tu te trouves et qui pourrait expliquer en fait ce genre de chanson. C'est une chanson aussi qui a été, je m'en rappelle assez bien, assez critiquée. Hein. Qu'est-ce qu'il fait Thomas? Pourquoi est-ce qu'il va rapper? Pourquoi est-ce qu'il est en train de... Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est stratégique? Tu vois, est-ce qu'il fallait le faire? Je sais pas, moi j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Mais par contre, je sens beaucoup de blessures, de frustration, de tension, est-ce qu'il y a de règlement de compte aussi hein, Alors, c'est ce qu'on m'a... un peu le contexte. Alors, le contexte, en fait, il est... ça part, mais c'est le résultat de plein de projets dans ma vie, parce que finalement, cette chanson, c'est un projet aussi. Ouais, oui, mais je suis avec... donc, moi, je viens du monde du hip-hop, j'écoute du rap. Ma vie ne serait pas la même si j'avais pas de musique. Et la musique que j'écoute le plus, je suis éclectique en musique, mais allez, 70% du temps, j'écoute du rap. Du rap des années 90, du rap des années 2000, du rap des années 2010, du rap qui sort. Donc, voilà, ma vie, le rap a une énorme importance dans ma vie, y compris dans les textes, y compris dans... Il y a des textes qui me touchent, qui me font réfléchir. C'est un art qui, moi, me touche énormément. D'autres arts me touchent moins, comme la peinture, par exemple, c'est un art qui ne me touche pas vraiment. Je critique pas les peintres, mais voilà, le rap est un art qui me touche. Et j'en ai fait énormément quand j'étais jeune. J'en ai fait au micro, on a produit des rappeurs, enfin, donc on a été très vite. Et donc, ici, en fait, le texte de rap, c'est mon pote qui est un beatmaker, donc qui crée les musiques pour des rappeurs. Et on est un soir et je lui dis Staff, j'aime bien la prod, j'ai envie. Il me dit ouais mais t'es plus capable, qu'est-ce que tu viens avec ça, c'est bon t'es échevin, casse-toi. Enfin en gros il se fout un peu de ma gueule, mais c'est vraiment un pote proche donc. Mais je dis tu sais quoi, je vais écrire un texte et on le pose en studio et si tu me dis non c'est pas bon, on le fait pas. Et j'ai commencé à écrire un truc plus, un texte de rap. Et puis je me suis dit non, si je le fais, quoi de mieux que mon histoire en fait quelque part. Je vais pas commencer à trouver un texte et faire de simples rimes pour dire de faire des trucs. Et là je commence à l'écrire. Et puis, mais pas du tout dans cette optique de règlement de compte. C'est à un moment donné, c'est mon histoire. Moi, j'ai pas de vraie rancœur par rapport à tout ça. C'est ma vie, c'est comme ça. Je suis vraiment pas à plaindre. Enfin, j'ai la chance d'être né dans une famille aimante, avec des parents qui m'aiment, qui sont ensemble, qui sont encore ensemble aujourd'hui. Donc, c'est pas du tout un truc, parce qu'on m'a dit, ouais, t'as un peu ce côté Calimero, machin. Pas du tout. Moi, je pense, j'en rigole toujours, je fais toujours une blague, c'est que j'ai dû sauver énormément de vies
dans une vie antérieure, parce que j'ai toujours de la chance. À un moment donné, et aujourd'hui, le poste de secrétaire fédéral, je le vois de nouveau comme une chance. Je me pose des questions sur mon engagement en tant qu'échevin, machin. Clac, ce truc s'ouvre. Et je me dis, mais en fait, j'ai très souvent dans ma vie des astres qui s'alignent. Donc, c'est pas de la rancœur, c'est pas un truc. Alors oui, dans ma vie, il y a eu des choses compliquées. J'ai vécu des difficultés et je les mets en musique parce qu'à un moment donné, je vais pas faire un texte de rap où je dis j'aime mes parents et j'aime mes enfants et j'aime ma femme et ma famille et mes amis et c'est pas l'objectif. Donc, j'écris ma propre histoire, mais c'est pas. Et puis voilà, donc le texte s'écrit, je retourne en cabine, comme on appelle ça. Donc, je rentre dans la cabine et je pose le texte et puis c'est Julien qui me dit ok, on le sort. Mais alors on va au bout. Il me dit si on l'enregistre, on va au bout, on le sort, on fait un clip et on leur montre quoi. Et c'est aussi le truc, c'est de se dire on va faire un truc pro. Après, certains m'ont dit ouais, beaucoup politique, machin. Ça n'avait rien à voir en fait. Et d'autres m'ont dit ça avec le break. En fait, les gens pensent toujours, et je pense que c'est lié à ce côté rusé, renard, etc. Il a toujours une idée derrière la tête. Mais en fait, je m'en amuse parce qu'il y a plein de trucs. Le truc de rap, je pense que les gens qui m'aiment bien ont trouvé ça drôle. Les gens qui me détestent ont trouvé que c'était incroyable qu'un échevin se permette de faire un texte de rap. Comme le break. Les gens qui me suivent, les gens qui m'aiment bien, ils se disent ouais, l'émission elle est sympa. Il essaye une nouvelle fois de casser les codes, d'amener. Et d'autres me disent un échevin n'a pas à faire ça. Tu n'as pas le droit. On me l'a dit. Tu l'as dit au sein du collège, par exemple? Non, ça du collège, non, on ne se dit pas. On le dit à d'autres qui l'écrivent, mais on ne se le dit pas entre nous. Non, mais voilà, plein de gens m'ont dit un échevin n'a pas à faire ça. N'a pas. Pourquoi pour qui tu te prends pour interviewer des gens comme ça? Je sais pas, moi je me prends pour personne. On m'a demandé avec quel matériel, machin. C'est les vraies questions qu'on m'a posées, c'est quel matériel, tu fais ça où? Tu fais ça chez Full TV? Ben non, je fais ça chez mon papa, parce qu'ici on est dans mon ancien salon, salle de poker, etc. Donc voilà, de quel droit je fais ça, je le fais. Et la musique c'est le même, j'avais envie. Le truc de rap c'est un vrai délire. Alors moi, j'ai adoré le faire et ça m'a fait rire. Je savais que le jour où... Parce que la veille du moment où on le sort sur YouTube, Julien, donc mon partenaire dans ce crime-là, entre guillemets, mon partenaire de crime ici, il me dit, Tom, on avait clippé, on avait fait le clip, il me dit, t'es sûr? Parce que là, on a rigolé pendant des mois, il me dit, t'es sûr? Je dis, ouais, c'est bon, maintenant, on le fait, il n'y a rien... Il n'y a pas de... Aussi, les gens, quand à un moment donné, on a appris que je faisais un texte de rap, justement, ils pensaient plus en règlement de compte, en disant, ouais, il va régler ses comptes avec telle personne. Non. Si à un moment donné, tu prends une pique dans le texte, c'est peut-être qu'elle t'est destinée, et si tu la prends, c'est que tu sais que tu as quelque chose peut-être aussi à te reprocher. Mais c'est pas un texte, c'est un texte, il est Loïc Desvières de Sud Presse m'avait dit, ouais, je suis déçu. Je pensais que tu allais vraiment plus. Non, c'est pas l'objectif. C'est de dire. C'est une passion. Le rap, c'est une passion. Je le vis comme ça. Et c'est pour ça que j'ai eu envie à un moment donné de revenir. Et peut-être que j'en ferai plus jamais. Et peut-être qu'un jour, on aura 50 ans, Julien et moi, qui va se dire Tom, on remet le couvert, on rigole, on s'amuse. Et je me dis ouais, ok, c'est bon, on y va, quoi. Ouais, donc le rap, c'est une de tes références, quoi. Enfin, une référence. Si, le rap, c'est une référence. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le rap, c'est un truc incroyable, mais moi, c'est une référence. Moi, j'ai des textes de Booba, des punchlines de Youssoupha ou des trucs comme ça qui, je vais pas dire qui dictent ma vie, mais en tout cas, qui influencent à certains moments et parfois même dans la difficulté, où je repense comme des philosophes, où je sais que toi, tu es plutôt sur de la lecture, des trucs comme ça. À certains moments, tu te dis, tiens, tel auteur avait écrit ça. Je m'en sers vraiment. Booba, j'ai des textes, alors plutôt quand je suis énervé, mais j'ai des phrases. Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais, qui est son entrée dans le texte Glaive. C'est un truc... Plein de fois, Stéphanie, qui est ma collaboratrice, l'a enlevé de mes textes que j'écris sur Facebook ou tout, en disant « Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais ?» quoi.
Il dit certains les racontent, d'autres préfèrent le vivre. Moi, je préfère le vivre. Toi, tu le racontes, moi, je préfère le vivre. Youssoufa qui dit quand vient la mort, on t'enterre sans tes milliards. Est-ce que tu as déjà vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard? C'est une phrase qui, pour moi, tu te dis, ça a tellement de sens. Après, il y a plein de rappeurs qui font rimer des simples mots. Et je les aime aussi parce que là, c'est de la musicalité. C'est plus, j'écoute pas que des trucs conscients ou agressifs ou des trucs comme ça. J'écoute vraiment tout. Mais ouais, ça dicte ma vie. J'aime lire les textes où il y a parfois d'énormes fautes de français, mais il faut passer. Mais voilà, ça joue comme ça. Et Marc, ton père, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Lui qui chante plutôt de la chanson française. Ben Il chante écoute, très bien en plus. ouais, alors moi j'ai pas ce talent-là parce que je pense que ça a sauté une génération parce que ma fille chante bien aussi. Je pense que c'est un partage en fait. On n'est pas sur le même. Mon père, la musique encore plus dicte sa vie aujourd'hui, encore plus aujourd'hui qu'hier. Puisqu'il chante, il fait des concerts, il répète, il s'entraîne. Et donc, je pense que c'est un vrai partage. Je lui faisais écouter des textes, des musiques. Alors, on s'est perdu à certains moments parce qu'il y a des trucs où lui il me dit non, moi, ça c'est pas possible, c'est trop loin de ce que j'aime. Mais ce goût de la musique, c'est lui qui me l'a partagé. Mon premier, c'était un 45 tours, c'était Beanie B. Et c'est mon père qui l'achète parce qu'à ce moment-là, il était disc-jockey, parce que dans ses multiples vies, il a été disc-jockey. Et moi, je l'écoute dans cette salle-ci. Et lui me dit, ouais, j'ai acheté un truc, c'est nul, mais bon, les jeunes me le demandent. Et moi, je l'écoute et je suis tombé dans le rap avec Beanie B, puis MC Solar. Et c'est incroyable. Et je me rappelle encore... Tu sais que quand je jouais au billard, quand j'étais étudiant, il jouait à la table à côté, Beanie B. Beanie B? Ouais, régulièrement. Ah, écoute, moi, Beanie B, Beanie B, c'est la révélation. Pour moi, quand je l'entends la première fois, c'est incroyable de dire ça. C'est lui qui lance le rap en Belgique et même en France, parce que Beanie B est connu avant IAM et NTM. Ouais. Et moi, je tombe dedans et depuis lors, je suis plus jamais sorti. Ouais. Moi, j'aimerais bien que tu t'expliques un peu cette passion. Tu t'es positionné par rapport à la musique, mais il y a aussi l'image. Oui. Donc très vite, tu termines tes études à Ouaroquet en sciences de gestion. C'est ça. Il faudrait peut-être y revenir un tout petit peu. Tu vois, pourquoi tu vas faire des études de sciences de gestion alors que quelque part, ce qui te passionne, c'est le son et l'image. Et là... Parce qu'à ce moment-là, en fait, pas vraiment. En fait, je fais des études en sciences de gestion pour deux raisons. La première, c'est qu'à la base, je pars pour faire Polytech. Et que jusqu'au moment où je me rends compte que pour faire Polytech, il faut faire des cours en réto tous les samedis matins. Ouais. Et d'ailleurs, ma prof de maths ne me l'a jamais pardonné. Alors, je la revois encore et je pense que c'est quelqu'un qui m'apprécie, mais Madame Van Winkle, pour ne pas la citer, quand je lui ai dit non, je fais pas Polytech parce que j'avais 16 ans à ce moment-là, parce que j'ai pas envie de faire les cours le samedi matin. Elle m'a dit t'es un gros fainéant, il y a plein de gens qui veulent faire Polytech et qui ne réussiront pas, et toi parce que t'as pas le courage de te lever le samedi matin, et donc je décide. Et puis il y avait un truc en fait qui m'avait, on en revient à ce côté Polytech, c'est que j'avais dans un salon de l'emploi, de l'enseignement, j'avais rencontré un prof de Polytech et qui m'avait dit tu dois te rendre compte, que quand tu rentres à Polytech, tu fais partie de l'élite de la société. Et ça m'avait choqué en me disant dingue. mais moi je veux pas. Et donc voilà. Et puis sciences de gestion, pourquoi encore une fois, c'est grâce ou à cause d'un prof, c'est que du coup, j'étais plutôt parti sur sciences politiques. Et là, j'avais un prof de chimie qui m'avait dit « Ça ne m'étonne pas de vous, parmentier, fainéant comme vous êtes, vous allez faire sciences politiques. » Et ça m'avait choqué. Et donc, finalement, je suis arrivé un peu en sciences de gestion en me disant « C'est le truc qui ouvre le plus de portes parce que de la gestion, on en a besoin. » Et ça t'a aidé ? Ouais, énormément. Ouais. Énormément, ouais, vraiment. Parce que sciences de gestion, on a de la stratégie, on a des mathématiques, on a de la comptabilité, on a du management. Et donc, non, j'ai appris
j'ai appris beaucoup de choses sur la vie à la Tenijili et j'ai appris énormément de choses Chez les Wawa. ouais, sur une autre vie, enfin, en se disant sur la manière de gérer. Déjà, en fait, j'ai eu un prof qui m'a marqué beaucoup, qui s'appelle Marc Labie, que je vois encore régulièrement, sur justement lui donner management stratégique, et il utilisait énormément cette notion d'expérience et d'exemple. Lisez l'histoire de telle boîte, essayez de comprendre, etc. Et ça m'a tout de suite passionné, plus que étudier la trigonométrie, la macroéconomie, des choses comme ça. Mais utiliser finalement les exemples et essayer, on en revient à cette notion de lien, de faire des liens en disant, ben tiens, Apple, sans jamais... En fait, parce que parfois quand tu utilises ça, les gens se disent, ouais, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour Steve Jobs? Non, je ne me prends pas pour Steve Jobs. Je me dis juste qu'à ce moment-là, il a quand même une idée incroyable et qu'on pourrait, à mon petit niveau, humble niveau, la transposer et l'essayer sur tel projet. Et Tu as donc, lu la biographie de Steve Jobs? ouais, bien sûr, Ouais, bien ça, sûr, bien sûr. C'est passionnant. Hein. Mais écoute, j'ai regardé Steve Jobs, j'ai regardé justement hier, je regardais le film sur Nike et j'ai lu la biographie du patron de Nike et j'ai lu en parallèle la biographie de Jordan, qui à un moment donné, en fait, cette association change la vie d'une boîte qui est devenue aujourd'hui une des plus grosses boîtes du monde et d'un homme qui est devenu un des hommes les plus influents du monde. Je dis toujours, si je pouvais faire un break, choisir une seule personne dans le monde entier, ça serait Michael Jordan, parce que je me dis, c'est incroyable. Je comprends pas, je pensais que tu étais un passionné de football. Alors, je n'ai jamais parlé de basket. Je suis un passionné, je suis un passionné de football, mais je suis un passionné de Michael Jordan. Pour tout ce qu'il représente, la marque qu'il a créée, l'empire qu'il a créé au niveau... Et puis, ce qu'il est devenu, je pense que c'est un des premiers sportifs qui devient une icône et un truc... aujourd'hui, voilà. Le numéro 23. Le numéro 23. Le numéro 23. Non, c'est clair, non, s'il y avait une personne, c'est pas Ronaldo, c'est pas Messi, c'est Michael Jordan, parce que je trouve que... Mais ce côté aussi entrepreneuriat, en fait. Oui. Quand tu vois que j'ai revu le film hier, j'ai vu le film hier, donc ça me remémore des trucs, mais que, en fait, il signe avec Nike, mais il signe pour un sponsoring, mais il dit, moi, je veux un pourcentage sur les baskets qui vont s'appeler Jordan. Et Nike, on lui dit, c'est pas possible. Et il dit, bah, si c'est pas possible, alors ça sera pas chez vous. Et du coup, ça devient possible. Et c'est des trucs, moi, je l'ai vécu à mon humble niveau. Des gens qui me disent, ah non, ça ira pas. Non, ça ira pas. J'ai des collaborateurs même qui m'ont dit, non, mais Tom, t'es dingue, on va pas faire ça. Si, on va le faire. Ça va aller, t'inquiète. Ça va passer ric-rac, mais ça va passer. On va peut-être riper un mur, peut-être qu'on va se faire mal à un moment donné à la cuisse. Mais t'inquiète pas, ça va passer. Et ça, c'est ma vie, en fait. Alors, je ne dis pas que je suis aussi important que Jordan. Encore une fois, c'est s'inspirer de trucs en disant, tu vois, à certains moments, et je pense que t'en es... Pour ça, on est vraiment pareil. Le nombre de trucs que tu as fait où plein de gens t'auraient dit non, c'est pas possible. Tu dis si, on va quand même le faire. Et ça, c'est ma vie. Y compris ici sur le poste de secrétaire fédéral. Non, un échevin ne démissionne pas, on me l'a dit. Parce qu'en plus, secrétaire fédéral, c'est drôle, parce que le mot secrétaire, moi, on m'a dit, donc tu vas quitter échevin pour devenir une secrétaire, quoi. Je dis, mais non, vous n'avez pas... Déjà, j'ai beaucoup de respect pour les secrétaires, y compris, encore plus pour la mienne, à qui je viens de lancer un regard là maintenant, mais les gens disent, non, on ne démissionne pas d'échevin pour être secrétaire fédéral, c'est pas possible, quoi. Si. Mais tu vas démissionner vraiment, oui. Demain. Si vous voulez, demain. Ça a été fatalement dans les premières discussions, en disant, ouais, mais tu dis que ça t'intéresse, mais tu vas quand même pas abandonner échevin. Si, pas de problème. Voilà. Comme quand je suis devenu échevin, on m'a dit, ouais, mais tu vas pas abandonner Full TV. J'ai eu plus de mal, mais je dis, si, ok, c'est bon, je comprends. Full TV. Full TV. Qu'on en parle un peu, parce que c'était ça, donc tu as parlé un peu de Waroké. Tu as eu un premier job. Ouais, très court. Ouais, très court. Mais très vite, là, tu rentres dans une de tes passions, dans une des structures qui te caractérise le plus, c'est Full TV. Ouais. Et tu es resté pendant longtemps, quoi. 10 ans, un gros 10 ans. Et là, il y a le travail de l'image et du son. Ouais. Quoi. Mais en fait, je tombe dedans. Ouais.
Full TV, c'est un peu comme le texte de rap. Ça démarre vraiment d'une discussion, ou ça démarre d'un sentiment, où là, on revient sur la Tenejili, le côté combattant, en disant moi, j'en ai marre que chaque fois qu'on parle de Charleroi, c'est en négatif. Parce que 2006, c'était. On mangeait, on a eu du trou, puis on a eu les affaires politico-judiciaires, et puis voilà. Dans les médias, le traitement dans les médias, etc., on va faire quelque chose. Et au départ, on part sur un bloc parce qu'il faut se dire qu'en 2006, YouTube, Facebook, tout ça, rien n'existe. Ah non, Il n'y a rien qui existe. Et puis le blog, moi, j'en fais moins maintenant, mais je faisais quand même encore, je faisais des fautes d'orthographe, des trucs comme ça. Je dis, ouais, ça va pas. Maintenant, j'adore écrire, mais en tout cas, à ce moment-là, quand j'avais 25 ans, j'étais pas, j'aimais pas, donc je dis non. Puis on va faire une web radio parce que c'était ce qui marchait à ce moment-là. C'était l'époque des web radios. Moi, j'ai un accent à couper au couteau, donc on s'est dit, j'ai un prof qui m'a dit un jour, vous Parmentier, vous devez utiliser des mots plus intelligents parce que quand on entend comment vous parlez, vous n'êtes pas pris au sérieux. C'était Marc Labille aussi qui était... Mais je te jure, il m'a dit ça, vous Parmentier, dans les 5 premiers mots, essayez d'en mettre 2 vraiment intelligents parce que quand on entend votre accent, vous n'êtes pas pris au sérieux. Et donc on s'est dit, ouais, web radio, c'était pas assez. Et on s'est dit, on va faire de la télé. Et on n'avait jamais, parce qu'en fait, tu dis passion, à ce moment-là, c'était pas du tout une passion, en fait, parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. Je me suis jamais dit que j'allais faire la communication dans mes études. Je suis vraiment tombé. Et en plus, j'en rigole toujours parce que on a tout préparé, cherché des partenaires, des trucs. Mon père nous a énormément aidés dans ce projet-là. Et puis moi, j'ai commencé à filmer et je me suis rendu compte que je détestais filmer. Jamais pas filmé, et donc, moi, je me suis spécialisé dans la recherche de partenariats, la recherche d'argent, la recherche de subsides, etc. Et je me suis vraiment spécialisé dans cette capacité à parfois aux grandes dames de mes équipes, à voir ce qui ne va pas dans une vidéo. Je suis incapable de la faire, mais si tu me montres, et d'ailleurs, ma femme m'engueule de temps en temps, ou des fois, je regarde un film et je dis, mais le plan là, il est bizarre, t'as vu, il bouge, et des trucs comme ça. Elle me dit, tais-toi, regarde le film et arrête d'analyser, de savoir comment ils ont filmé. Donc voilà, et je pars là-dessus, mais on part encore une fois dans un truc improbable. On n'a jamais touché de caméra, on n'a jamais fait de communication, on n'en a aucun dans l'équipe de base qui est là-dedans, quoi. Et donc, et on crée ce projet incroyable qui aujourd'hui vit encore, et on crée aussi ce projet positif à Charleroi. Des carologues m'ont dit, mais tu vas faire du positif à Charleroi, tu vas faire combien? Tu vas faire 30 vidéos, tu auras fini. Et on en a fait des milliers. Aujourd'hui, Full TV, c'est 5, 6, peut-être 10 000 vidéos, on a arrêté de compter, sur du positif à Charleroi. Ouais, ça, on revient un peu sur ton côté entrepreneuriat, hein, de ton côté projet. Oui. Tu vois, tu commences Full TV. Moi, je pensais que c'était une passion, en fait. Non, le pas du son et tout. l'image. Et tu te lances là-dedans un peu comme un entrepreneur, quoi. Oui, et je me lance là-dedans aussi toujours avec des bouts de ficelle. Parce que le monde des maisons de jeunes, c'est pas un monde où il y a beaucoup d'argent. Et donc, on cherche, on fait à moindre coût, on teste, on prend des stagiaires. Moi, j'ai été... et ils nous ont suivis, mais on a rencontré... ça s'appelait l'IPSMA, où on disait on va prendre des stagiaires alors qu'on lance un nouveau média et ils nous ont suivis. Donc voilà, c'est ce côté un peu... on pousse. Est-ce que tu t'es lancé aussi avec des bouts de ficelle dans la politique Non, ça je crois pas. La politique, ça a été un autre... La politique, en fait, je décide en 2016. Dans ma tête, je décide en 2016. Et qu'est-ce qui fait que tu décides en 2016 de faire de la politique, en fait? Parce que, si tu veux, dans ta chanson, et c'est ce que je te disais ici avant de commencer, on pourrait presque faire le break rien que sur cette chanson et la suivre. Ouais. Et là, on sent que c'est un objectif, quoi, de faire de la politique. C'est à mon tour, comme tu le dis. Devenir échevin, cette fois, c'est mon tour. Ouais. Et est-ce que tu as fait de la politique pour prouver quelque chose à ton père, parce que tu le sentais très, très fort, ou un peu comme, tu vois, Full TV, c'est un projet, tu sais pas très bien de quoi il va être fait, et tu te lances dans l'aventure sans savoir ce que c'est exactement, parce qu'en réalité, tu l'as jamais été, ton père l'a été, Oui, tu as pu voir certaines choses, tu as pu voir
le voir revenir le Oui, bien soir, sûr. réfléchir, être inquiet, Ou ne pas le voir revenir le ou ne pas soir. le voir revenir. Donc, explique un peu, c'est quoi C'est quoi le cheminement? Ben, alors, il y a plusieurs choses. Première chose, ce n'est absolument pas par rapport à un sentiment par rapport à mon père. Parce que certains l'ont parfois vécu comme ça en disant tu avais besoin d'être reconnu. Mais j'étais déjà reconnu. Et avec Full TV, on était déjà. Donc, c'est pas du tout ça. C'est pas quand je dis c'est mon tour, c'est un fait. C'est de dire ben maintenant c'est moi qui deviens échevin. Et quand on démarre en 2016 et qu'on se dit maintenant on y va, on va. Ça, c'était peut-être un peu arrogant de ma part, c'est de dire moi je me suis lancé dans la campagne pour être échevin, pas pour être conseiller communal. C'était pas l'objectif. Si j'avais pas été échevin à la suite des élections 2018, ça aurait été un échec dans ma tête. Donc je l'ai pas dit à ce moment-là parce qu'on ne le dit pas, mais dans la réalité c'était ça. Mais aussi, c'est qu'à un moment donné, je pense que j'avais apporté tout ce que je pouvais apporter au niveau des maisons de jeunes, au niveau de ces différents projets, et c'est passer à l'étape supérieure. Et côté aussi un peu, c'est maman, quand je lui ai annoncé le truc, m'a dit mais moi, je te voyais pas du tout là-dedans, je te voyais plutôt dans un poste à l'interne, finalement, que je vais occuper Ouais, tout à fait. demain. Et je lui ai dit et tu as eu l'impression que je l'ai refusé. Et donc, je pense que mon lancement en politique, c'est aussi dire ok, j'ai pas de proposition, et donc maintenant, je vais aller la chercher. Et c'est un peu comme ça que je me lance. Alors, c'est un peu parce que j'estime que j'ai plein de choses à apporter et que dans ce monde-là, j'ai fait le tour. Et aujourd'hui, bah, je vais passer la seconde, entre guillemets, et je vais me lancer dans l'arène publique, etc. Donc, mais c'est pas avec ce côté mon papa va être fier de moi parce que je vais être échevin. Je pense que mon papa était très fier quand je suis devenu échevin, mais pas plus ou moins que quand j'ai lancé. Quand on a fêté les 10 ans de Full TV au Quai 10, avec un documentaire, avec un truc, je pense que mes parents étaient tout aussi fiers. Est-ce que, tu vois, vers la fin de ta chanson, tu utilises aussi des mots, l'ambition, tu Oui, vois, euh, d'avoir des idées, tu vois. Est-ce que tu es à un moment de ta vie où tu es plus mature, en fait, bien sûr. et tu sais exactement, enfin exactement, on sait jamais exactement ce qu'on veut faire, mais tu vois plus ou moins dans quelle direction aller et ce que tu veux faire, que tu vas faire euh, presque de manière naturelle en fait. Exactement. Euh, Je le vois exactement. En fait, je sais ce que je veux faire, je sais surtout ce que je veux plus faire. Je sais ce que j'ai plus envie de faire et je sais ce que j'ai plus envie de sacrifier. et Euh, qu'est-ce que tu veux plus faire? je pense qu'il y a un côté en politique où à un moment donné, bah, il faut toujours se vendre. Vendre son image, vendre ce qu'on a fait. Alors, certains disent qu'il faut se prostituer. Moi, c'est pas comme ça que je le vois, mais parfois, il faut. C'est clair, dans une campagne, tu dois aller dans des endroits où tu n'as pas envie d'aller nécessairement, où tu n'as peut-être même pas nécessairement ta place, mais ce côté aller chercher les voix, les trucs, c'est un côté où je m'y retrouve plus dans cette donnée-là. Et sacrifier des moments, que ce soit en famille ou avec des amis ou avec des proches, pour. Je discutais avec des amis proches à moi qui m'ont dit ouais, je comprends pas, ou enfin pourquoi tu fais ça, pourquoi tu décides de changer. Je dis tu sais, si je décidais pas de changer, aujourd'hui on est samedi soir, ben c'est peut-être un dernier samedi soir euh, où on se verrait parce que aujourd'hui regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si j'étais en campagne électorale, un de ces 5 endroits-là, je devrais au moins y être. Et aujourd'hui, je suis là avec vous et je vais partager un moment avec vous. Et ça, la crise sanitaire m'a fait vraiment réfléchir sur cette notion finalement de qu'est-ce qui est essentiel. J'ai lu un livre là-dedans, j'en ai déjà parlé dans le break, mais sur c'est quoi qui est essentiel pour ta vie, pour ton besoin. Je pense que j'ai besoin de projets, j'ai besoin de beaucoup travailler parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Et je pense vraiment que je serai meilleur conseiller pour les autres, ce que je vais devenir aujourd'hui,
que finalement de se l'adapter à moi-même. Parce que parfois, je sais ce qu'il faut faire, je connais le code, je connais le truc, mais je ne sais pas le faire. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Moi, je sais pas cirer les pompes, je sais pas à un moment donné me taire et dire qu'un truc est important alors que ça l'est pas, ou qu'un truc est bon alors que ça l'est pas. Je n'arrive pas à faire ça. Ça va être, il va y avoir les deux Thomas au niveau de la fédération PS Ouais. de Charleroi. Ça va être assez intéressant. Écoute, C'est- j'ai hâte. c'est- En fait, je le connais sans le connaître, en fait, parce que, bah voilà, je le connais de par la vie, mais je, j'ai hâte vraiment parce que je pense que c'est aussi quelqu'un d'une grande qualité avec qui j'ai hâte de travailler. Ouais, tout à fait, hein. C'est quelqu'un de très structuré, d'ambitieux, avec beaucoup d'idées. Et Et qui doit être aussi quelqu'un de projet, j'ai l'impression, un ouais, oui, peu, c'est quelqu'un on va se de projet. retrouver Ouais, oui. par rapport à ça, quoi. Oui, je pense que par rapport à ça, ça va être un mot, à mon avis, qui va revenir beaucoup, c'est la notion De projet. de projet sur Charleroi, quoi, et comment on stabilise Charleroi. Et enfin, on va arriver à la fin, je pense. On va terminer tout On va doucement. terminer, ouais. On a déjà été plus long que... Oui, c'est pas très Non, grave, c'est hein, pas très grave. c'est Moi, le tien, c'est c'est- aussi c'est assez important, quoi. Et tu peux parler un peu de Charleroi, de comment tu sens Charleroi aujourd'hui en 2023? C'est quoi ton image de Charleroi? Parce que tu as quand même beaucoup travaillé, et surtout aussi avec, tu as commencé avec Forgy ou sur Charleroi Positif, Oui. et aujourd'hui en 2023, tu as en plus occupé un poste d'échevin, demain secrétaire Fédéral. fédéral. Et comment tu vois Charleroi et comment tu vois la perspective de Charleroi au niveau politique, quoi? Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on est au plus grand carrefour de la vie de Charleroi. Enfin, la ville est en travaux énormes, l'arrivée de l'université et aussi l'organisation de la ville, parce que c'est un truc, je pense que ce qu'on aura vécu en 10 ans, 10-15 ans, c'est un truc que peu de villes vont vivre, tu le vis une ou deux fois dans l'histoire d'une ville. Et aujourd'hui, on est au carrefour et il faut qu'on réussisse. Parce que si on rate ce tournant-là, pour moi, enfin, ça n'ira pas et ça va être très très difficile. Moi, je crois énormément au projet universitaire, je crois énormément. Je pense qu'il y a encore des difficultés, notamment sur l'insécurité, où aujourd'hui c'est vraiment difficile. Moi, je travaille, enfin toi aussi, au niveau autour de l'hôtel de ville, etc. On vit des moments qui parfois, même moi, j'ai peur de temps en temps, des choses comme ça. Donc voilà. Mais en fait, je pense qu'ici, on va arriver au bout du travail, même s'il n'est jamais terminé, mais au bout du travail de l'homme politique, des penseurs et de toute cette réflexion. Et maintenant, il faut que les gens l'adoptent, le prennent, reviennent, ressortent. Moi, je pense toujours l'insécurité. Je pense que comment combattre le mieux l'insécurité, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens. Si vous êtes sur les quais et qu'il y a 2000 personnes sur les quais à Charleroi, ben, il y aura beaucoup moins d'insécurité que s'il y en a 20. Et donc, le pari, quand on aura fini les travaux, quand l'UNIF sera là, ben, c'est le pari des gens. C'est de dire maintenant, on vous lègue une ville avec un environnement, enfin, des bâtiments, un bâti, une organisation de bonne qualité. Mais si les gens ne reviennent pas, on aura perdu. Et ça, aujourd'hui, c'est le seul pari j'y crois, mais sur lequel je suis encore craintif et il faut être vigilant. Parce que si on ne le réussit pas, on aura une ville refaite avec une belle place, une belle unif, de beaux quais, un beau centre commercial. Mais si elle est vide et si les gens... Mais j'y crois d'un côté parce que quelque part, déjà quand tu vas à la ville basse le samedi après-midi, tu revis enfin, il y a des gens, il y a du monde, il y a du truc. Mais il faut que ce pari qui a été réussi à la ville basse, il se réussisse à la ville haute. Et moi, je crois que s'il se réussit à la ville haute, ben, toutes les rues, tous les passages entre ville haute et ville basse, et je prends par exemple la rue de la Montagne, vont revivre. Parce que si vous mettez des gens au-dessus et qui descendent en bas pour boire un verre,
ben, sur tout le trajet, il va y avoir des magasins, il va y avoir des commerces, il va y avoir des choses. Et donc, c'est vraiment de se dire, maintenant, c'est à nous. Et là, c'est à nous, pas justement, plus homme politique, c'est à nous, Carolo, c'est à nous à se dire, maintenant, c'est notre ville et il faut qu'on la revive au quotidien. Il y a eu plein de travaux, ça a été compliqué, se garer, l'insécurité, la propreté, les trucs, mais maintenant, c'est à nous. C'est à nous à la reprendre et c'est ce que je dirais au Carolo, c'est de dire, si on veut une ville qui fonctionne, bah, il faut qu'on vive dedans. Il faut qu'on y vive, il faut qu'on y étudie, il faut qu'on y achète. Enfin, achète dans le sens, il faut qu'on aille au resto, il faut qu'on... Et parfois, oui, il faut passer au-dessus de cette difficulté. Parce que moi-même, de temps en temps, quand on est pressé, on veut aller manger vite un petit truc, on se dit, ouais, on va pas aller en centre-ville parce que... Ben ça, il faut... Quand les travaux seront finis, il faut qu'on repère cette habitude en se disant, si, on va aller en centre-ville parce qu'il faut faire vivre Charleroi. Après, c'est pas tout d'avoir des beaux bâtiments, il faut qu'ils vivent. Oui, ben, j'espère qu'on va y arriver, quoi. Eh bien, merci Thomas. J'aimerais bien ta dernière phrase. Comme jamais, l'histoire n'est pas finie, quoi. L'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est Merci pas beaucoup finie. pour cette interview. C'était Merci à toi, vraiment. un très bel exercice. Tu vois? Pour moi, franchement, j'ai beaucoup appris et à poser des questions et à écouter les réponses. Et j'espère que tu as apprécié aussi. Ah ouais, non, moi, de ton merci. côté. Enfin, voilà, je t'avais déjà fait une déclaration d'amour au premier break, donc je vais pas la refaire. Mais voilà, il y a des gens qui sont importants dans une vie, il y a des gens qui sont importants et tu en fais partie, en tout cas dans la mienne. J'espère que tu vas aussi réussir à occuper un bon poste de secrétaire, tu vois, à la Fédération PS de Charleroi. C'est important. C'est important que tout le monde soit aligné et que tout le monde travaille au mieux pour les intérêts de la ville de Charleroi. Et merci Thomas, et à bientôt. Merci à toi, à bientôt.